Je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour ce temps avec nous. Je suis ravie donc d'animer ce webinaire qui est organisé par On the Green Road, donc dans le cadre de son programme Via Campus. Donc pour me présenter rapidement, je suis Laurélie et je suis coordinatrice du pôle accompagnement à On the Green Road. Et donc j'ai le plaisir d'animer ce webinaire pendant 1 heure avec quatre intervenants. Donc Flo et Zoé, Théo et Zoé. Donc il y aura deux Zoé dans ce webinaire. Et donc c'est des voyageurs et voyageuses qui vont avoir des parcours très différents mais qui ont le même point commun, c'est d'avoir donné du sens à leurs aventures et de le partager via des médias engagés. Donc ils auront l'occasion de se présenter un peu plus tard. Avant de commencer le webinaire, je voulais rapidement vous présenter et vous dire quelques mots sur On the Green Road pour ceux qui la découvriraient ce soir. Donc, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans dans le cadre d'un tour du monde à vélo de deux cousins, donc c'était Siméon et Alexandre. Ils ont parcouru 18 000 kilomètres et ils ont traversé 26 pays pour documenter des initiatives locales liées aux enjeux de la transition écologique et solidaire, pour en faire un documentaire. Et donc c'est un documentaire qui a plus de 300 projections au compteur. Et après cette aventure, ils ont décidé en fait de continuer en accompagnant d'autres personnes qui avaient des projets de voyage pour leur donner du sens. Et donc, en fait, ils allient vraiment le voyage, le média et l'engagement dans l'objectif de faire évoluer un peu les imaginaires du voyage un peu classique comme on a aujourd'hui dans notre culture. Donc pour ça, c'est une asso qui est répartie en deux pôles. Donc un pôle accompagnement qui sera vraiment là pour accompagner les personnes à donner du sens à leur aventure, mais aussi pour leur donner les outils techniques, notamment pour créer leurs médias engagés. Puis il y a le pôle événementiel qui est vraiment le pôle qui est pour mettre en lumière en fait les récits et les productions qui sont créées justement par la communauté dans The Green Road pour les partager au grand public. Donc à travers différents événements et l'événement phare en fait de ce pôle, c'est le Festival du voyage engagé qui a lieu tous les ans autour du mois d'avril. Et donc pour cette année, ça sera la soirée d'ouverture sera le 15 avril et le festival aura lieu le week-end du 18-19 avril. Donc, je vous donnerai les infos et ça sera tout noté à la fin du webinaire. Donc voilà pour les quelques mots sur l'association. Et maintenant, je vais passer la parole aux intervenants pour qu'ils puissent chacun dire dans un premier temps juste quelques mots. Et puis après, on rentrera un peu plus en détail sur leur projet, leur aventure. Donc Zoé de Via Alpina, je peux te laisser commencer. Donc je m'appelle Zoé Lemaître. Mon aventure, ça a été de traverser les Alpes à pied, donc de la Slovénie à Monaco, seule, pour rencontrer des femmes professionnelles de la montagne et documenter leurs pratiques et leur relation à la montagne et les enjeux qui surgissent du fait de leur habitation constante, enfin permanente sur les lieux. Donc c'est des personnes qui habitent vraiment à l'année dans la montagne. Donc une guide de haute montagne, une bergère, une skieuse, une monitrice d'escalade en milieu naturel, voilà, ce genre de profil. Ok, super, merci. Eh ben, on va passer sur Zoé et Flo. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Flo. On a monté un projet l'année dernière. En fait, on est parti l'année dernière pendant 8 mois pour faire un tour de France en partant de Bordeaux, en revenant à Bordeaux, avec l'idée de vulgariser l'adaptation au changement climatique, surtout au niveau des milieux naturels. Donc, voir les gens qui sont impactés par les changements dans ces milieux-là et comment ils y réagissent et comment ils essaient d'anticiper les futurs changements. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter.
Non, ça va. Ok, merci. Et du coup, pour terminer, Théo? Bonjour à toutes et à tous, Théo de l'Aventure Inspire. Alors avec mon ami et associé Diane, on est parti en septembre 2021 pendant 3 ans à vélo et à la voile pour partir à la rencontre d'humains qui changent le monde en mieux. Notre but, ça a été vraiment de récupérer leurs précieux témoignages pour les partager à une jeunesse en quête de sens qui se demande bien comment agir pour un monde meilleur. Donc l'idée était vraiment de mettre en lumière ces nouveaux rôles modèles qui nous manquent dans cette société. Super, merci. Du coup, bah, rapidement, un aperçu un peu du déroulé du webinaire. Donc là, il va y avoir donc, à peu près 45 minutes d'échange. Donc sur la thématique de comment est-ce qu'on passe du rêve à l'aventure, à savoir comment est-ce qu'on peut se préparer un voyage au long cours. Et donc, ça va être découpé en trois, bah, structuré en trois temps. Un peu le pourquoi du voyage, du projet, le comment vous vous êtes préparé. Et puis, bah, on évoquera aussi le retour et la valorisation en fait, de votre aventure, comment ça s'est passé. Et pour donc, les participants, il y aura un temps à la fin du webinaire bah, de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à garder vos questions en tête et à nous les poser à la fin de l'échange. On sera tous ben, ravis de répondre à vos interrogations. Donc pour première question que j'aimerais vous poser, bah, c'est de savoir qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie de partir et quelle intention ou quête vous aviez derrière votre projet? Et puis, je vous laisse aussi à quelqu'un qui veut commencer. Les derniers qui sont partis, priorité à vous. Bah, du coup, c'est Zoé et Flo. Ah, Zoé, t'es parti quand, toi, Zoé? Mince. Moi, je suis partie en 2023. Ah ouais. Ok, Bon. j'y vais. Mais juste. euh, Du coup, c'est qu'est-ce qui vous a donné, enfin, déclenché l'envie de partir et l'intention ou la quête personnelle derrière ce voyage et ce projet? Mais je pense qu'il nous a donné envie de partir, c'était aussi, enfin, c'était déjà, on était enfin, dans le milieu dans lequel on travaillait, en fait, on en avait un petit peu marre de ce qu'on faisait. Et il y avait aussi l'envie un peu d'explorer enfin, ce qui pouvait se faire en France majoritairement, parce que du coup, on voulait pas aller loin parce qu'on voulait utiliser nos corps, quoi, comme moyen de transport, sensiblement. Et du coup, au début, il y avait un peu ça, c'était ouais, comment s'organiser pour pas aller trop loin, enfin plein de questions. Au final, on a tombé sur ça. Donc c'est ça qui nous a motivés à partir. Et après, on voulait aussi, enfin, nous, on travaillait dans les éoliennes. Du coup, à la base, on avait un premier prisme qui était plutôt l'écologie. Et du coup, c'est comme ça qu'on est tombé sur le sujet adaptation. Et donc, c'est un peu ça qui nous a donné envie de créer ce projet-là, quoi. Ok. Est-ce que, Théo, tu veux prendre la suite? Ou Zoé? Bah, pour ma part, ça a été assez simple. C'était l'envie de vraiment m'éloigner des cadres, on va dire, de la société pour me chercher un peu moi-même dans l'introspection, dans une marche assez lente, de m'éloigner vraiment des injonctions sociales que je commençais à vraiment ressentir au niveau de la réussite sociale, de la réussite professionnelle, voilà, des schémas, on va dire, de relations amoureuses, d'installation dans une maison, enfin voilà, envie de penser par moi-même un peu. Et puis, et puis ça s'est croisé aussi avec la volonté de me confronter vraiment à la solitude parce que c'était vraiment quelque chose que je, qui m'angoissait. Et ensuite est venue une deuxième dimension, c'est que je voulais pas seulement faire un voyage qui était centré sur moi, mais aussi m'ouvrir à d'autres parcours et donc rencontrer ces femmes professionnelles de la montagne et donner une dimension plus féministe et donner de la voix à ces femmes inspirantes pour pouvoir documenter leur vie dans la montagne et la transmettre au public à travers un film. Donc c'était un peu ces trois motivations-là entre la solitude, la rencontre et l'éloignement des injonctions sociales. Ok. Merci Zoé. De l'autre côté, nous, c'était un projet en duo qui a été initié par Diane, qui elle a vécu clairement genre une crise d'éco-anxiété en se rendant compte que le monde va droit dans le mur et on ne fait rien pour changer, donc on se doit de réagir. Moi, de mon côté, ça a été plus une quête de sens, dans le sens où
Hum, Mes expériences professionnelles que j'ai eues à la fois entrepreneuriales et professionnelles étaient bien, étaient correctes, mais j'avais envie de plus. J'avais vraiment envie de nourrir quelque chose de plus subtil, de plus profond de moi-même. Et le dernier volet qui a déclenché le départ de cette expédition, c'était vraiment un constat. On est plein dans le monde, on est plein en France, plein de jeunes femmes et hommes qui auraient envie d'agir pour un monde meilleur, mais on manque d'exemples, on manque d'inspiration, qu'on s'est dit, bah, c'est ça, l'idée est là, on va partir filmer ceux qui font pour inspirer ceux qui veulent faire. Donc un mélange de convictions personnelles et d'un constat de notre société et de la situation de l'environnement et de l'écologie actuellement. Ok. Donc ouais, il y a quelques points communs et puis aussi il y a chacun un peu ses propres attentions. Donc du coup, je trouve ça très intéressant, mais c'est vrai que maintenant, on se pose, une fois que l'attention est posée et l'envie est là, bah vraiment, comment est-ce qu'on s'organise pour partir, justement, comment est-ce on quitte ce boulot dans lequel on se retrouve pas, comment est-ce que on quitte un peu aussi, bah, justement, le classique de la société et qu'on prend un peu de l'assurance pour se dire, ok, c'est maintenant. Donc voilà, je vous propose de voir comment. Donc déjà, première étape, comment est-ce qu'on en parle à ses proches? Comment ça a été perçu? Et puis, dans un deuxième temps, bah, côté emploi quotidien, comment ça s'est passé? Et puis, propose qu'on fasse l'inverse et que ce soit Théo qui commence cette fois-ci. Euh, alors, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont relativement ouverts d'esprit, qui m'ont toujours dit, mon fils, que tu fais ce que tu veux, que tu sois peintre, boulanger, maçon, on t'aimera pareil. Donc ça, j'ai eu vraiment l'aval de mes parents presque dès le début. C'était un petit peu réticent au début, mais le fait d'être associé avec une amie avec qui j'avais étudié, ça les a un petit peu rassurés. Donc à ce niveau-là, l'aval des parents a été relativement facile. Côté professionnel, je travaillais en événementiel et c'était la période du Covid où en fait j'ai eu la chance de garder mon travail, mais il y avait vraiment plus grand-chose à faire. Donc, je pouvais faire les deux. Je pouvais à la fois travailler sur le projet de documentaire et à la fois avoir un job alimentaire qui me demandait pas grand-chose parce que travailler en événementiel pendant la période du Covid, je vous laisse imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements qui se donnaient. Donc, il y a eu une notion vraiment de contexte. Les étoiles étaient bien alignées pour lancer le projet. Et après, ça a quand même pris un an de préparation. Donc, il y a eu un an où j'ai joué sur les deux tableaux avec mon ancien job qui me permet de vivre, d'assumer mes dépenses, tout en créant l'association en parallèle. Et après un an, bah, c'est naturellement que je dis à mon employeur, bon, bah, c'était acté déjà d'avance, hein, je les avais bien évidemment mis au courant. J'avais eu la chance aussi d'avoir un employeur qui me soutient. Et bah, voilà, un an plus tard, j'ai officiellement claqué ma démission. Et c'était un beau soulagement. Top. Zoé, le Ouais. maître? Je vais le mettre. Bah moi, un peu comme toi, Théo, enfin, au niveau de mes parents, du moins du cercle proche, j'étais déjà un peu dans une démarche de toujours être plutôt confiante, enfin, de recueillir plutôt la confiance de mes parents. Et donc, j'ai été assez, pas accompagnée ni soutenue, mais du moins, j'ai pas eu de remarques particulières sur mon départ. De cercles un peu plus éloignés, surtout sur les questions de tu pars seule et t'es une femme. J'ai eu un peu plus de réticence de ma famille plus éloignée, mais c'était pas, on va dire, un frein pour moi parce que j'étais tellement déterminée que rien ne pouvait m'arrêter. Et côté professionnel, j'avais déjà commencé une transition parce que j'avais quitté le milieu de mes études. Donc, j'avais étudié l'administration du spectacle vivant. Donc, je faisais de la production de spectacles de danse, de théâtre, de marionnettes, etc. Et j'avais déjà amorcé cette transition vers des boulots qui étaient plus alimentaires pour pouvoir faire à côté des choses qui avaient plus de sens. Et j'avais aussi envie d'être plus dans l'artistique, alors qu'avant j'étais plus du côté administratif. Et donc le fait d'avoir ces boulots alimentaires me permettait aussi de travailler en parallèle sur ce qui me tenait le plus à cœur. Et puis après, tout s'est fait un peu sur un coup de tête. Enfin, j'ai posé ma démission et je suis partie. Et contrairement à Théo, j'ai pas pris un an de préparation, mais juste même pas un mois, quoi. Je suis partie vraiment sur un coup de tête sans réflexion particulière. Et avec l'aval d'une bourse d'expédition qui m'a quand même aidé à me lancer vraiment au début, ça m'a donné un peu de confiance. Et voilà, je me suis lancée. Super. Bien. On reviendra un peu sur les financements juste après. Donc, tu pourras développer aussi à ce moment-là. Ok.
Moi, j'ai continué. Moi, c'était très facile. J'étais en CDD. Le CDD s'est arrêté. J'avais envie de partir depuis la fin de l'école et au final, j'ai enchaîné 1 an et demi de CDD. Et vu que ça s'arrêtait, ça paraissait logique de faire quelque chose à ce moment-là. Donc, j'ai pas trop eu de questions à me poser, on va dire. Et au niveau du cercle social et proche, je me suis pas non plus posé la question, en fait, je pense. Enfin, ça n'a pas été un sujet du tout, d'avoir l'aval ou pas forcément l'aval, je pense. Donc, c'est une chance, j'estime. Oui, et au-delà de pas avoir l'aval, pas de grosses réticences ou de personnes qui comprenaient pas ou qui étaient un peu fermées sur ce sujet-là, quoi. Pas du tout. Trop bien. Enfin, je crois pas en tout cas. Ou alors je l'ai pas su. Moi, maintenant que j'y pense maintenant, j'ai eu quelques collègues qui m'ont dit, mais mec, qu'est-ce que tu fais là? Tu as fait ce qu'on appelle une grande école de commerce, tu as un poste tu es en train de croître dans l'entreprise. Pourquoi tu pars maintenant? Tu vas te planter, fais surtout pas ça, tu vas ruiner ta carrière. Euh, Ce à quoi j'ai répondu, ben, en fait, juste j'ai écouté mon cœur, et c'est ça qui était le plus important. Et c'est drôle parce que j'ai revu cet ancien collègue il y a quelques semaines. Il m'a dit, mon Dieu, que j'ai été con de te dire ça, t'as bien fait de le faire. Donc voilà, la morale de l'histoire, de ne pas trop écouter les gens qui en fait projettent leur peur en vous ou en votre projet parce qu'en fait, c'est peut-être simplement qu'ils n'ont pas eux le courage de partir à l'aventure. Donc voilà Et du pour coup, la petite anecdote. Oui. t'as ruiné ta carrière ou pas? Ouais. Pas du tout. Ben, on pourra en reparler d'autres après, mais non, non, aucunement au contraire. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, quand on évoquera le retour, tu pourras confirmer de savoir si tu as bien fait d'écouter ton cœur ou si finalement tu aurais dû écouter ton collègue. Exact. Mais pour la question de la carrière professionnelle, en fait, c'est au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer si vous quittez votre travail? Vous pouvez l'arrêter, le mettre sur pause, et dans 2 ans, quand vous venez de votre projet, vous reprenez le même travail. Le risque, c'est de revenir à la situation où vous êtes actuellement. C'est pas vraiment un risque, donc plutôt voir ça comme une opportunité d'aller vers quelque chose de plus grand et de plus nourrissant. Non, c'est tout à fait vrai. Et du coup, Zoé, est-ce Oui, que non, toi, tu moi, avais... moi non plus, pas trop de problèmes. Après, je pense que c'est quand même un projet qui est bien vu de manière générale, en fait. Enfin, surtout aujourd'hui, c'est quand même plutôt à la mode de faire ce genre de choses. Donc, en fait, enfin, moi, typiquement, dans mon travail, j'ai l'impression que, effectivement, j'ai eu comme Théo des gens qui étaient un peu en mode qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais c'était quand même plutôt bien vu, quoi. J'ai l'impression que les gens avaient plus de l'admiration pour ce que je faisais que pour d'autres projets que moi j'ai pu voir et qui étaient moins, je sais pas, moins médiatisés, par exemple, ou moins construits, alors que c'était des projets qui étaient tout aussi bien, quoi. Mais donc non, moi j'ai pas trop eu l'impression qu'il y a eu du mal à en parler, quoi. Ok, bon bah trop bien. C'est vraiment que des expériences et des retours où ça s'est bien passé et que même les réticences du début finalement se sont atténuées à la fin, donc c'est super positif. Euh, pour la suite, c'est vrai que j'avais un peu envie d'aborder la question du financement, parce que souvent ce qui peut faire peur quand on quitte un emploi ou qu'on part dans une aventure au long cours, on se pose toujours la question, mais financièrement, comment je vais faire? Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, comme faut avoir en tête que là, les voyages et les projets dont on parle, c'est pas, on va dire, simplement, entre guillemets, prendre une année sabbatique et juste, entre guillemets, voyager d'un point de vue juste consommation, d'aller à un point B, euh, faire un peu les activités touristiques et repartir. Il y a vraiment une démarche derrière. Et en fait, c'est vraiment presque une année de projet entrepreneurial. Donc c'est vrai que derrière, il y a des moyens de financement qui sont peut-être un peu différents de ceux qu'on peut connaître. Donc l'idée, c'était de voir un peu chacun sur quelles ressources financières vous vous êtes appuyé. Et alors ça tombe mal, j'ai mal commencé mon tour de table tout à l'heure, parce que je me dis que c'est Théo, avec l'école de commerce et en tant que formateur sur les financements à Vaya Campus, je me dis que ça peut être chouette que tu commences pour poser un peu le cadre, et puis après d'enchaîner sur peut-être des personnes qui avaient moins de bagages financiers. Bah, comment après vous êtes tout aussi bien débrouillés, je suppose, pour trouver les financements. Ouais, alors de notre côté, nous, on n'avait pas de ressources, ni Diane ni moi, c'est simple, on n'avait pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, c'est qu'on on s'est dit, bah, on a un projet qui est noble, on a essayé de bien le structurer, on s'est dit, bah, du coup, on va essayer d'aller obtenir des financements. Donc, on a créé une association d'intérêt général avec laquelle on a fait une belle campagne de crowdfunding. On est allé chercher des partenaires financiers, donc des sponsors. On est aussi allé chercher des donateurs et enfin des sponsors également en nature.
Voilà. Donc, sous cet amalgame un petit peu de partenaires, on fait que mi bout à bout, on a eu les fonds pour partir. On a également été membre de l'association 1% pour la planète, à travers laquelle on a reçu des fonds. Donc, c'est sûr que de notre côté, notre bagage d'école de commerce nous a beaucoup aidé dans le sens de bien savoir présenter le projet, de bien savoir le pitcher et de savoir toquer aux bonnes portes. Ça nous a permis en fait de récolter les fonds nécessaires à 1 an et demi de voyage, pas 3 ans. Et ça a été très fastidieux également. Enfin, c'est vraiment ce sur quoi on met l'accent dans la formation avec le Vaya Campus, qu'on recommande bien entendu. C'est que la demande de financement, si vous voulez vraiment aller chercher des sponsors, des donateurs, etc., ça prend beaucoup de temps. Donc, ça demande une période de préparation assez conséquente. On avait de la chance, on avait le temps devant nous. Mais voilà, c'était une partie qui a été, je pense, une des parties les plus dures à réaliser du projet parce qu'au début, vous êtes personne. On est quand même de plus en plus nombreux, comme tu le disais, Zoé, à vouloir partir à l'aventure. Les entreprises se font beaucoup solliciter. Pourquoi est-ce qu'elles viendraient vous soutenir, vous particulièrement? Euh, et au final, ce qu'on a retenu de cette quête à l'argent et aux sponsors, c'est que souvent les gens vous donnent parce que vous allez toucher leur cœur et parce que vous allez vraiment les toucher vraiment eux au sein de leur personne. Donc le conseil que j'aurais pour vous donner, c'est de ne perdez pas votre temps à démarcher ni une entreprise, allez vraiment démarcher des gens que vous pouvez toucher directement au sein de leurs émotions. Et après, on va me laisser parler Zoé et Flo, peut-être parce que eux aussi, je pense qu'ils ont suivi la formation Vaya Campus. C'est ça, ouais. Est-ce que ça vous a, ouais, comment est-ce que ça vous a aidé? Qu'est-ce que ouais, ça vous a apporté aussi par rapport à vous, ce que vous aviez en connaissance avant et en vision sur les financements? En fait, pour le coup, nous, c'est un peu plus particulier parce que, en fait, on a aussi eu pas mal de partenaires et tout, mais en fait, comme on avait déjà travaillé 2 ans, on avait de quoi se subventionner nous-mêmes. Et donc après, on va pas cracher dans la soupe, genre les gens qui nous ont soutenus, c'était merveilleux et c'est extraordinaire qu'il y ait des gens qui nous aient soutenus. Simplement, maintenant, on se dit, en fait, on aurait peut-être pu faire 100 et plutôt essayer d'optimiser notre budget plutôt que d'essayer de... Parce que du coup, en fait, dès le début, on s'est un peu pris la tête à essayer d'avoir beaucoup de financement pour être sûr de pas manquer d'argent. Alors qu'en fait, je pense qu'on aurait plutôt pu viser plus bas et se dire où est-ce qu'on peut économiser et en fait partir que sur nos fonds à nous. Et du coup, ça, c'est un peu, enfin, c'est un peu un questionnement qu'on a de se dire, bah, en fait, si on avait la possibilité de le faire, pourquoi partir à la recherche de financement? Parce qu'effectivement, comme dit Théo, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, après, enfin, nous, en tout cas, on se sent assez redevable. Et ce sentiment, il est un peu compliqué à gérer. En fait, on se dit peut-être qu'on aurait pu faire, enfin, s'en débarrasser, en fait. Donc voilà. Ok. Pour donner une petite idée aussi, on avait chiffré le projet, je sais plus, je crois que on a revu ça il y a une semaine, il y a 60 000 ou 65 000. Ouais. Et je pense qu'on a utilisé 25 000 Ouais. en comptant le rachat de vélo, etc. Enfin, genre des trucs qui étaient imprévus dedans. Et au final, ouais, Mm. Ok. c'était beaucoup, beaucoup de temps déployé. Ce que j'ai pas dit aussi pour présenter, c'est que moi, après le CDD, j'ai eu un peu 5 6 mois pour me mettre vraiment sur le projet à fond, jusqu'à que Zoé démissionne et qu'ensuite on parte. Et en gros, tout ce temps-là, et je sais pas, peut-être la moitié du temps, c'était pour construire les dossiers, envoyer des mails, etc. C'est vraiment hyper chronophage et il faut être prêt à se lancer dans ce truc-là et être certain que si c'est une bonne chose, quoi. Ça demande beaucoup de temps, mais ça peut apporter aussi beaucoup de soutien, mais faut faire un choix à un moment donné, je pense. Mm. Bah, ça permet de savoir qu'il y a cette possibilité-là, si c'est nos fonds propres qui bloquent, de savoir qu'en fait, s'il y a d'autres options. Par contre, c'est peut-être le temps finalement qui va devoir être un peu allongé pour avoir justement bah, cette disponibilité de faire les dossiers et du coup de récolter les fonds. Ouais. Mm, mm. Ok. Parce que Ok. c'est pareil, je crois que Zoé, du coup, tu as eu une bourse, toi? Alors, moi, je suis partie avec la volonté vraiment d'être très libre au niveau du voyage. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas sollicité de financement avant le voyage, sauf une bourse d'expédition qui était vraiment liée à l'expédition en elle-même et pas du tout au film ou à un résultat attendu. Donc, c'était une bourse financière et avec du matériel aussi. Et leur contrepartie, c'était de la visibilité de certaines marques. Mais la volonté vraiment, c'était de revenir avec les images, me poser et savoir si vraiment je voulais me lancer ensuite dans le projet de film. Je voulais pas faire des promesses en partant, sachant que je savais pas comment ça se passerait. Et donc, quand je suis rentrée ensuite en France après 4 mois de voyage, j'avais toute cette matière accumulée
Et c'est vrai que j'ai fait les choses un peu dans un sens qui est pas très commun. C'est-à-dire que normalement, on pitch un film, on trouve un producteur, ou du moins, on ne fait pas les images avant d'avoir trouvé le financement. Et c'est pourquoi j'ai fait de l'autoproduction, aussi toujours dans cette volonté de liberté. Et j'ai cherché les financements en ayant fait mon budget ensuite très précisément à partir du moment où j'ai décidé que je voulais faire quelque chose de ces rushs. J'ai établi un budget très précis et je suis allée chercher des fonds au niveau plutôt public pour le coup. Donc, qui étaient via des appels à projets très spécifiques. Donc, je suis pas allée toquer aux portes des entreprises. J'ai candidaté à la bourse Coup de pouce qui était pour la jeunesse, des jeunes de jusqu'à 25 ans qui avaient un projet sur le territoire, enfin, qui avaient un projet en lien avec le territoire isérois, donc en Isère. Je suis allée toquer aussi à une autre bourse qui est le fonds d'aide au cinéma de montagne, donc c'est aussi très spécifique. Et ensuite, j'ai fait une grosse campagne de financement participatif. Et là, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps aussi pour comprendre, même si je venais déjà du milieu de la production de spectacles vivants, la recherche de financement privé et notamment de donateurs privés était particulière. Et donc, je me suis auto-formée. Enfin, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé plein de choses. Et ça a plutôt bien marché parce que j'ai levé 8 600 euros. Et ensuite, j'ai complété avec mes fonds propres. Et, euh, et voilà. Euh, voilà, je crois grosso modo. Ok, trop bien. Non, mais je trouve que c'est chouette parce on a un beau panorama en fait, ouais, de différents financements et puis de différentes configurations. Donc, je pense que c'était assez intéressant et inspirant, je pense, pour les participants de voir un peu toutes ces possibilités. Et j'espère que ça les encouragera à sauter le pas en voyant que on a quand même possibilité de se sécuriser financièrement, mais aussi de pouvoir, dans un souci peut-être de sobriété, de voir comment, parce qu'on peut faire les choses de façon simple et économique, tout en profitant et en vivant en fait des aventures, je pense, qui sont assez incroyables. Le, le dernier point que je voulais aborder, c'est un peu à cheval entre la préparation du départ et le pendant. C'était un peu sur voilà, la question de sécurité, gestion des risques, la confiance, la préparation à ça. Donc là, j'aurais ciblé plutôt deux projets. J'aurais ciblé Zoé Lemaître dans le sens où c'était comment est-ce qu'on part un peu seule en tant que femme, voilà, comment est-ce que tu t'es préparée et puis pendant ton aventure, comment tu t'es sentie vis-à-vis de la sécurité. Et puis je me disais aussi Théo parce que c'est le côté international. Donc voir en fonction si tu as traversé des pays ou en Amérique latine, des choses comme ça, voilà, si tu as un retour à nous faire par rapport à ça. Et puis bon, si Flo et Zoé voulaient rajouter, mais c'est la France, donc je pense qu'on connaît un peu plus, donc c'est un peu plus sécurisant. Mais si jamais vous avez des choses à ajouter à la fin, n'hésitez pas à intervenir. Zoé, tu commences? Bah, pour parler de sécurité, de voyage en tant que femme, c'est un sujet qui revient beaucoup. J'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Euh, mais finalement, entre rester chez moi et partir en voyage, les risques étaient les mêmes. J'avais pas vraiment de différence. Surtout que j'étais en montagne, donc c'était vraiment aussi une zone complètement dépeuplée et donc je rencontrais pas beaucoup de monde. Et je suis partie avec une certaine naïveté, peut-être qui m'a aidée aussi, qui m'a donné une confiance là où peut-être des peurs auraient freiné quelque chose. Donc je suis partie un peu naïve, je suis revenue encore plus confiante. Au début, j'étais quand même assez réticente à l'idée de dormir près des villes, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, j'avais pas du tout envie d'être surprise dans une tente ou dans une situation vulnérable, de vulnérabilité. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus fait confiance aux gens. Je demandais où je pouvais poser la tente, par exemple, et on me répondait assez facilement. Et il y a eu des comportements sexistes et misogynes, comme il peut y en avoir dans ma vie quotidienne quand je suis à Grenoble. Euh,
Oui, il y a un travail à faire de manière systémique, mais de manière personnelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre meilleure manière des possibles? Bah, c'est de m'offrir cette liberté et de travailler un peu au détachement vis-à-vis de ces événements qui sont assez négatifs et assez pénibles. Quand on te demande au bout de 4 mois, quand un homme te demande au bout de 4 mois, évidemment, si tu sais monter ta tente, c'est un peu rageant. Mais bon, c'est plutôt, on va dire drôle. Après, j'ai eu des expériences un peu moins rigolotes où un mec a un peu profité du fait qu'il m'avait fait très peur avec des chiens qui voulaient m'attaquer les mollets. Et puis il m'a pris dans ses bras en me disant ah, j'ai pas l'occasion de toucher une femme, alors j'en profite. Alors que j'étais déjà vraiment dans une situation où j'étais pas bien. Mais voilà quoi. J'ai pas de remède à ça. Je me dis aussi que les risques sont pareils en voyage. Enfin, là, je sais pas loin, de manière lointaine, mais en tout cas dans les Alpes et dans les montagnes telles que je les connais, les risques étaient les mêmes en France ou ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon retour sur la sécurité. Ok. Et peut-être avant de passer à Théo, peut-être compléter aussi dans la sécurité, mais un peu différente. Il y avait aussi un partage sur comment l'équipement en montagne, parce qu'il y a aussi le milieu montagnard qui peut avoir, enfin comment, voilà, est-ce qu'on prépare et comment est-ce qu'on jauge entre s'équiper beaucoup et en même temps rester léger. Enfin voilà, comment on trouve le juste milieu aussi sur ce sujet-là. Bah, c'est sûr que c'est une vraie question, d'autant plus qu'en tournant un film documentaire en même temps que de marcher, bah, j'avais un tiers de mon sac qui était dédié tout le technique, quoi. J'ai abandonné mon trépied en cours de route parce que 900 grammes, c'était beaucoup trop. Mais en termes d'équipement, ben, toujours un peu être à l'écoute de son environnement et de soi-même. C'est-à-dire que ben, je suis partie avec un équipement qui était... là aussi, j'ai été très naïve parce que je suis partie avec une tente ultra légère. En fait, je me suis envolée. Enfin, bref, mais on trouve toujours des solutions sur le moment. Je ne sais pas comment dire, mais c'est toujours très rassurant de se dire qu'on a tous les capacités, toutes et tous les capacités en nous pour faire face à des situations auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et c'est pour ça que je suis partie quasiment sans peur, parce que je me disais que au moment T, je trouverais quelque chose, parce que je pouvais même pas imaginer ce qui m'arriverait sur le chemin. Et donc, bah, j'ai changé de tente. Quand il a fait froid, j'ai acheté des gants de ski. J'ai toujours fait un peu au jour le jour. Et après, en termes de blessures proprement physiques liées à l'effort physique, bah, j'étais juste très à l'écoute de mon corps. Enfin, je faisais beaucoup les choses en conscience et en confiance. Donc, chaque pas après l'autre et faire confiance en ses pas, en sa lecture de cartes, viser pas des refuges, des cabanes quand il fait trop froid, se mettre à l'abri, prendre la météo. Voilà, il y a tout ça. Ok. Bah, merci ouais, pour ce partage plus spécifique sur ouais, la sécurité et l'équipement en montagne. De notre côté, dans le même sens que Zoé, en fait, on n'avait pas beaucoup de peur avec Diane. Je pense que l'apprentissage clé de ce voyage, cette aventure, c'est que l'humain est profondément bon. En Europe, on a été hébergé, je pense, par plus d'une centaine de personnes sur une plateforme qui s'appelle Warm Shower. Pour ceux qui voyagent à vélo, c'est exceptionnel. C'est l'équivalent du couchsurfing, mais pour les voyageurs à vélo, avec peut-être un peu plus de bienveillance. Donc, on n'a eu vraiment aucun souci à se faire là. La préparation, elle s'est faite. On n'avait pas fait beaucoup de vélo dans nos vies. Ça s'est fait vraiment au jour le jour. On a eu la chance de tomber sur un mécanicien américain basé en Ariège qui nous a construit des vélos de seconde main pour pas grand-chose, qui nous a appris à réparer les basiques, les crevaisons, un déraillage, etc. Donc, vraiment une préparation assez simple mais efficace. Ensuite, au niveau de la traversée de l'Atlantique, on a eu la chance de pouvoir faire des cours de voile avec notamment la Massif, centre de voile qui nous a sponsorisé. Donc, histoire d'avoir quand même un minimum de compétences avant de traverser l'Atlantique, où bien sûr, il fallait toujours redoubler de vigilance. On n'a pas eu de catastrophe ni de turbulences climatiques trop fortes. Et enfin, la partie en fait, où les gens nous mettaient le plus en garde, c'est l'Amérique du Sud. Clairement, les gens disaient, ben, vous êtes tarés, vous allez au Mexique, c'est dangereux là-bas, il y a des gens décapités partout dans les rues. Et en fait, on n'a jamais vraiment ressenti l'insécurité. C'est peut-être aussi l'instinct du voyageur de savoir
se détourner de situations qui pourraient parfois être dangereuses, mais vraiment, surtout, en fait, le fait quand vous faites un projet qui est un petit peu extraordinaire, dans le sens où il sort de l'ordinaire, ça attire la curiosité des gens et vraiment, les gens sont bienveillants, surtout à l'égard de touristes. Ils sont là, mais attendez, vous venez de la France pour venir dans mon pays, vous êtes à vélo, mais qu'est-ce que vous faites ici? Venez, je vous héberge, je vous offre un pourboire, etc. Donc vraiment, on n'a vraiment eu rien à redire, on n'a jamais vraiment ressenti l'insécurité. Donc, ayez confiance, c'est vraiment le message qu'on aimerait porter. Diane se joint à moi, même si elle n'est pas à mes côtés, mais pour ça, mais c'était incroyable et ça vraiment, ça nous a réchauffé le cœur de dire, waouh, en fait, l'être humain est bon et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de voir qu'en fait que partout où on est allé dans le monde, on a reçu l'hospitalité et de la bienveillance sur chaque pays visité. Ok, bah super. Merci pour ouais, ce retour hyper positif du coup ouais, sur la sécurité dans le monde et surtout quand ouais, on voyage et qu'on a un peu un voyage atypique. Je pense que c'est ça, déjà ça facilite les rencontres et les échanges et puis je pense que ça amène plus des échanges ouais, positifs et intéressés que d'échanges un peu plus négatifs quoi. Ouais, je pense que ça ramène aussi un petit peu à l'ADN du Voyage Campus, l'école du voyage engagé. C'est pas Mm. juste un voyage qui a pure visée touristique pour aller prendre une photo, mettre sur Instagram et partir ailleurs. C'est vraiment un voyage qui a un sens, qui a un but. Et ça, les personnes, peu importe que vous alliez à l'étranger, en France, dans votre département, je pense qu'on est très sensible à ça. Et de Mm. voir un petit peu que ce voyage, il n'est pas juste pour vous, il est aussi, il a une visée derrière. Et ça, je pense que ça fait vraiment une grande différence auprès des gens qui vous allez interagir sur la route. Oui, c'est ça, vous arrivez plus, moins en tant que touriste un peu envahissant, mais plus en tant que vraiment personne avec un projet de mise en lumière des initiatives que vous rencontrez. Donc forcément, ça braque un peu moins aussi peut-être les personnes qu'on rencontre, quoi. Exactement. Super chouette. Est-ce que vous avez, Flo et Zoé, envie de rajouter quelque chose ou rien? Voilà, France classique, pareil, Sur la d'aventure. sécurité, peut-être le truc où on a été le moins en sécurité, c'est au début dans les Pyrénées parce qu'on est parti très très tôt pour faire la traversée à pied là. Et il y avait encore beaucoup de neige, mais globalement on s'était bien équipé, on connaissait un peu déjà les conditions montagnardes enneigées. Et donc après c'est au jour le jour, c'est un peu enfin c'est exactement d'ailleurs ce que disait Zoé tout à l'heure, c'est bien checker la météo, bien faire attention à ce que tous les facteurs soient au vert pour avancer quoi. Et si ça passe pas, ça passe pas. Et faut juste attendre le lendemain quoi, ou 2 jours. En général, quand le mauvais temps arrivait, ça nous faisait une bonne excuse pour faire des pauses, quoi. Ok, Très mauvais temps arrivé. Voilà. très bien. Eh ben, merci pour ces échanges. Je vois que l'heure tourne un peu. Je vous propose qu'on évoque du coup un peu chacun quand même le retour et déjà comment ça se passe et comment bien transformer cette expérience vu qu'on voit qu'on part dans le cadre d'un projet avec l'objectif de faire un média derrière. Voilà, est-ce que à chacun votre tour, vous voulez partager comment ça s'est passé? Est-ce que vous l'aviez beaucoup anticipé au départ? Est-ce que vous l'avez fait beaucoup au feeling, au retour? Enfin voilà, comment est-ce que même avant de partir, on doit commencer à penser au retour ou pas quoi? Et du coup, bah, vu que vous n'avez pas trop parlé tout à l'heure, Zoé et Flo, on vous laisse. Bah, c'est long. C'est long de. Nous, c'était un documentaire et on est encore en plein dedans. On est revenu avec peut-être 50 heures, je crois, de rush pour Ouais. sortir 1 heure à la fin. Là, on est à peu près, il nous reste 4 heures à peu près sur les 50. Donc nous, on a décidé de tout faire tout seul. Donc là, maintenant qu'on a repris un rythme un peu normal, c'est une fois par semaine, on essaie de se mettre 2, 3 heures dessus. À peu près, il va falloir augmenter un peu la cadence, mais globalement, c'est à peu près ça. Et on n'avait pas trop anticipé que ça prendrait autant de temps. En gros, on a passé quand même l'hiver, enfin peut-être les 2, 3 premiers mois, à vraiment faire du dérush à fond, à fond, à fond, pour essayer d'écrémer tous les rushs. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, peut-être bien réfléchir aux médias et à la façon dont on veut présenter le voyage à la fin, un documentaire. Ouais, en tout cas, nous, notre ressenti, c'est qu'on s'attendait peut-être pas à avoir autant de temps à passer dessus après. Donc là, c'est toujours cool parce qu'en fait, tu vois des souvenirs de voyage et du coup, t'en profites bien et c'est sympa, mais il y a des fois où c'est un peu moins cool et il faut quand même s'y mettre pour avancer un petit peu. Et je pense qu'il y a peut-être des médias qui sont un peu moins engageants que le documentaire. En tout cas, c'est
c'est vraiment à questionner avant et à bien réfléchir en fonction de la sortie qu'on veut. Peut-être faire des podcasts. Enfin, il y a tout plein de médias qui existent différents qui permettent peut-être de, comment dire, d'avoir un investissement pas aussi conséquent et pas aussi drastique sur une période de retour de voyage. Parce qu'après, il y a aussi toutes les questions de retour qui se posent, c'est retrouver du boulot, savoir ce que tu vas faire. Le voyage était un peu questionné, donc tu as forcément peut-être plein d'autres idées, plutôt que de te concentrer à 200% sur ton média, ton rendu globalement. Mm. Bah, Voilà. justement, ce qui est peut-être intéressant aussi de voir, c'est justement la partie comment on gère les finances aussi au retour. Donc on voit que ça peut prendre du temps et du coup voilà. Et notamment vous qui disiez vous êtes beaucoup parti sur vos fonds perso et peut-être pas tant de financement. Est-ce que finalement en fait de garder un peu des fonds, enfin de faire un peu des partenariats pour le voyage et garder quelques fonds perso pour le retour, ça peut être aussi bien justement pour anticiper et avoir du temps pour faire le média après. Ben justement, pour le coup, en fait, nous, enfin, c'est ça qu'on a fait. En fait, c'est le deuxième truc que tu as dit, c'est on a eu beaucoup de financement et nos fonds propres. Et du coup, ça nous a effectivement permis de prendre plus le temps de faire le docu derrière. En fait, du coup, là où nous, aujourd'hui, on réfléchit un petit peu plus à ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, effectivement, on a demandé des fonds à des personnes qui nous les ont donnés très, très gentiment et c'est incroyable. Mais du coup, si on faisait les choses différemment, je pense qu'on leur demanderait pas forcément d'argent et on ferait un projet qui serait peut-être moins ambitieux que le Hmm. documentaire. Et on essaierait de choisir peut-être un média qui nous représenterait plus. Enfin, tu vois, typiquement, moi, j'écris beaucoup, j'adore écrire, et en fait, je me rends compte que bah, peut-être que l'audiovisuel, c'était pas ça que j'étais censée faire, quoi. Donc, c'est Hmm. un peu ça, c'est un peu aussi essayer de vraiment viser un truc qui vous ressemble, quoi, qui vous donne trop envie, plutôt que quelque chose enfin, je sais pas, qui vous est passé par la tête ou que vous avez vu d'autres personnes faire, quoi. Hmm. Voilà. Ok, merci. Euh, Zoé, Zoé, tu veux prendre la Zoé suite? l'autre. Oui. Alors au niveau du film documentaire, bah moi, pour moi, c'était vraiment une manière de prolonger mon voyage. C'est-à-dire que de rentrer de 4 mois de voyage en solitude totale à un retour dans la société, c'était pas forcément très doux, mais avec ce média, donc ce projet de documentaire, ça m'a permis d'atterrir plus en douceur. Après, effectivement, c'est énormément de travail, mais je m'y suis consacrée vraiment à 100% et en fait, les sous que j'ai récoltés, les fonds que j'ai récoltés par les bourses, etc., m'ont servi à payer une équipe de post-production professionnelle. Donc moi, j'étais à l'écriture et à la réalisation, et j'ai payé une monteuse, une étalonneuse, une personne pour le son, une personne pour le sous-titrage pour rendre le film accessible aux personnes sourdes et malentendantes et faire une version anglaise aussi. Donc j'étais vraiment dans une volonté d'inclusivité aussi et d'équipe 100% féminine aussi pour donner de la place aux femmes dans les milieux très techniques du cinéma qui sont souvent pris par des hommes, notamment le montage. C'est très rare d'avoir des monteuses dans le milieu du cinéma. Et donc, finalement, ouais, c'est une manière de prolonger le voyage et aussi de vouloir le partager. Et donc, d'extraire la substantifique moelle de la moelle. C'était un travail aussi qui était très intense, mais très enrichissant en termes d'écriture vraiment documentaire, de sélectionner vraiment le cœur de ce qu'on veut dire pour arriver à quelque chose de très, très pointu, enfin, très ciblé. Et je me suis un peu remerciée aussi d'avoir créé une grille d'entretien avant de partir pour avoir aussi une espèce de continuité, une cohérence dans les interviews que j'ai réalisées le long de mon chemin. Mais la grosse difficulté dans mon film, c'était d'allier à la fois la voix un peu introspective et la lecture de mes carnets de bord, donc mon propre voyage avec ces interviews de femmes professionnelles de la montagne et de tresser les deux. Ça a été vraiment un gros travail d'écriture, surtout que avec la matière que j'avais, j'aurais pu faire un film sur chaque femme et un film sur moi aussi. Mais en tout cas, c'est une expérience très enrichissante et l'équipe s'est agrandie au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé apprendre à vraiment gérer une équipe et maintenant j'ai monté du coup, mon entreprise qui me permet de... Parce que jusqu'à présent, j'étais bénévole et maintenant sur la diffusion, je vais pouvoir rembourser les frais que j'ai investis de ma poche et, euh, et commencer à en vivre.
Ok, trop bien. Et du coup, bah, j'enchaînerai direct avec Théo parce que je vois que le temps tourne, donc on va Mais laisser place c'était au... en fait deux témoignages super intéressants dans lesquels on se retrouve, Diane et moi aussi. Dans le commentaire de Zoé Flo, de dire vraiment de bien choisir son média, c'est super important. Nous aussi, on s'était dit, ouais, on va faire de la vidéo, on va monter dans la tente. Et le soir, après une journée de vélo, c'est ça, bien sûr, tu t'as qu'à y croire. Euh, Nous, il y a aussi le fait que, en fait, donc, choisir son média, choisir sa niche, son sujet de prédilection, c'est aussi important parce que nous, on a un projet qui est hyper généraliste et du coup, je vous en reparlerai juste après, mais c'est à l'heure où on charge des diffuseurs, c'est compliqué quand tu as un sujet qui est très vaste parce que bah, tu parles de ça un peu, mais pas beaucoup. Enfin, donc, du coup, t'as pas exactement un truc hyper précis qui pourrait faciliter en tout cas, l'approval d'un diffuseur. Euh, Notre projet, il a aussi évolué beaucoup à travers le temps. La première année, on était parti faire une web série sur vraiment l'entrepreneuriat à impact. Donc, littéralement, comment créer un projet à impact positif pour la société, pour l'environnement. Et en fait, au bout d'un an, on s'est rendu compte, mais attends, on a filmé 50 personnes en une année, on avait la tête dans le guidon, on est en train de reproduire les mêmes codes qu'on avait dans le monde de l'entreprise. On fait pas ce projet-là pour ça. Donc, ça nous a pris en fait un an pour désapprendre les critères de réussite qu'on avait construits tout au long de nos scolarités pour, un an et demi plus tard, dire, ah, en fait, ce qui serait plus intéressant, c'est de raconter ces histoires, ces témoignages d'humains qui s'engagent pour un monde meilleur. Et on avait envie aussi d'y agrémenter notre day-to-day, de pas seulement être juste des journalistes lambda, mais plus également partager notre réalité. Donc, on a créé une nouvelle émission, on a refait un crowdfunding il y a un an, et pareil, bah, que Zoé Flo, en fait, je pense qu'on s'attendait déjà un petit peu à la charge de travail qui allait y avoir, mais peut-être pas dans une ampleur aussi forte. Moi, c'est plus Diane qui s'occupe du montage et s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup de travail. Même si on a l'appui d'une monteuse et de quelqu'un qui nous aide avec le son, il y a quand même beaucoup de travail. Le dérochage, l'écriture, le sous-titrage, c'est quand même un travail qui est assez conséquent. Et nous, on s'est réengagé donc dans une web série de 6, enfin, il y aura 9 épisodes de 28 minutes. Je vous laisse imaginer un petit peu la charge de travail qu'il y a derrière. Donc, c'est très demandant à la fois d'un côté de travail, d'un point de vue économique, de payer en fait les monteurs à la fois, et le sound design. Un épisode coûte environ à peu près genre 6 000 euros. Donc, quand on s'est rendu compte de la charge de travail, du montant que ça coûte, et surtout de voir en fait presque ce qui nous posait le plus de problèmes, c'est de voir un petit peu le faible impact qu'on avait en termes de reach. C'est-à-dire, OK, bon, on fait une vidéo, notre vidéo elle est sur YouTube, elle va faire 2000 vues. On se dit, bah, en fait, c'est dommage de mettre autant d'énergie, de cœur et aussi de ressources pour une vidéo qui va toucher, entre guillemets, que 2000 personnes. Donc, ça, c'est le retour post-expérience. Et on est allé en juin dernier, ça s'appelle le Sunny Side of the Doc, c'est à La Rochelle. Donc, c'est le festival du documentaire. Il y a quand même une bonne partie de cette programmation qui est dédiée au documentaire à impact. On était là, c'est sûr qu'on va trouver un diffuseur. On a un super projet, on fait un super duo. On a vraiment une belle histoire à raconter. Et donc, j'y allais vraiment plein d'entrain. Et en fait, je me suis pris à un mur en mode, mais en fait, ton projet est super cool. Mais comme disait Zoé, tu as déjà tourné toutes les images. Sache qu'il y a presque aucune boîte de prod qui vont te soutenir dans ce projet-là. Donc, un peu de désillusion. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner un peu à refaire tout in-house. Donc voilà, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est aussi la réalité du documentaire. Donc peut-être que si c'était à refaire, on serait peut-être allé vers un contenu qui aurait été plus condensé. Je pense qu'on aurait gardé le même média, savoir suivi du documentaire, mais peut-être fait un 52 minutes sur notre aventure Mm. perso, plutôt que juste des focus sur les entrepreneurs regardés, hein, rencontrés en chemin. Donc voilà, c'est vraiment quand on part, je sais qu'on est souvent plein d'entrain, on se dit oui, oui, on va le faire, etc. Mais une fois de retour à la réalité, c'est un petit peu différent. Donc prenez-le en compte parce que ça peut être frustrant de partir faire un projet de documentaire et de pas restituer ce qu'on aimerait restituer. En tout cas, quand ça prend du temps, des fois on est un petit peu frustré. Donc méditez-le bien, choisissez quelque chose qui vous convient et qui vous surtout qui vous plaît et qui vous ressemble. Trop chouette. Et ben merci beaucoup ouais, pour tous ces partages. C'est super chouette d'avoir des retours d'expérience et ça permet quand même d'avoir un peu des conseils et des points de vigilance qui peuvent être hyper intéressants pour les personnes qui ont des projets et qui, je pense, vont leur permettre de pouvoir réfléchir à tout ça après le webinaire. Alors, je sais que Théo doit nous quitter à Je 19h30. vais, je vais enlever la caméra, mais je serai disponible par audio, donc je serai disponible jusqu'à 8 heures. Ok,
Parce que du coup, avant de passer au petit temps questions-réponses, on a beaucoup parlé de la formation, enfin de Vaya Campus, mais je pense que peut-être pour les personnes qui connaissent pas trop, ils se disent mais qu'est-ce qu'Aco? Donc, je vous propose juste de faire un petit aparté. Voilà, parce que je pense que ça va expliquer aussi bah, pourquoi en fait c'est un degré Greenroad et dans le cadre de Vaya Campus où on a organisé ce webinaire. Euh, c'est justement parce qu'aujourd'hui, on a une formation donc, qui est sur 5 mois, donc qui est de là pour l'année prochaine, sera de fin janvier à fin mai 2026. Et justement, c'est une formation qui va se découper en plusieurs parties. Il y aura une partie un peu de cours théorique qui va justement permettre de découvrir en fait les nouvelles façons de voyager pour être plus respectueuse du vivant et des cultures. Comment adopter ben, voilà, une posture de reporter citoyen et vraiment aller à la rencontre de ces cultures. Ça va aussi permettre justement d'apprendre à réaliser un reportage et justement d'aller questionner toutes ces questions de quels médias j'utilise, qui est lequel je m'approprie le plus ou m'intéresse le plus. Et donc on vous donnera tous les outils liés au montage vidéo, aux photos, au même podcast. Enfin vraiment, on aborde tous les médias possibles et on vous apporte, on vous apportera tous les connaissances qu'il faut pour bien choisir votre format de restitution. Et puis, bah, comme on l'a vu à travers Théo, on vous aide aussi à structurer votre projet de la logistique au financement. Mais aussi, on passe assez par la com. Comment est-ce que vous rendez votre projet visible? Et du coup, tout ça vous permet de bien le structurer, de bien le penser et de faire en sorte que justement, que ce soit avant, pendant ou après, ce soit le plus fluide possible. Grâce au fait que on vous a donné pas mal d'outils et que vous ayez eu aussi beaucoup de retours d'expérience parce qu'il faut savoir que dans les formateurs, c'est forcément des personnes qui ont vécu un projet de voyage engagé. Donc, comme les personnes que vous avez vues ce soir pourront vous donner des conseils pour le préparer et anticiper le plus possible. Juste rapidement, du coup, d'un point de vue un peu pratico-pratique, c'est des cours qu'on a voulu en soirée et certains samedis, dans le sens où comme ça, les personnes qui ont une activité professionnelle ou qui sont étudiants, bah, ils peuvent le faire en parallèle et ça évite de devoir dès la formation prendre du temps sur ses économies personnelles. En termes de lieu, c'est essentiellement la Maison de l'Environnement dans le 7e arrondissement. Il y a de la visio qui est ponctuellement possible, à savoir que par contre pour les formations plus techniques sur la photo, l'audiovisuel de terrain, etc., bah, c'est quand même c'est impératif de pouvoir être sur Lyon. Et savoir que cette année, le programme, on le veut sur une formule qui est flexible pour s'adapter au mieux aux besoins des projets. C'est-à-dire que voilà, sur les cours, on a tout un panel de cours, mais si vous avez déjà une idée du média, etc., ben vous allez, voilà, on va vraiment vous accompagner. Donc, l'idée, c'est de prendre des rendez-vous et de nous présenter votre projet. Et c'est lors de ces rendez-vous où vraiment on affine dans la formation Maya Campus qu'est-ce qui est nécessaire à vos besoins. Et en fait, on fait vraiment le programme de la formation qui est personnalisé par rapport à votre projet. Donc voilà, je vous encourage vivement à pas hésiter à nous contacter pour nous parler de votre projet parce qu'on adore découvrir les initiatives et les projets de chacun donc, et chacune. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous partager ça. Je vous mettrai le lien à la fin du formulaire pour le renseigner. Et ben, je pense que si vous avez encore un petit peu de temps, je vous propose qu'on passe au temps de questions. Je ne l'ai pas précisé, mais le webinaire, il est enregistré. Donc voilà, si vous voulez pas forcément apparaître, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'ai ma co-animatrice Marie-Émilie qui va aussi suivre les questions sur le chat. Et puis si vous voulez poser aussi des questions en direct derrière la caméra, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. C'est toujours la première question qui est la plus dure à lancer. Et je vois pas, moi je vois pas forcément. Ah si, je vois sur le chat. Si tu veux,
Oui, je peux en poser une. Zoé et Flo ou Zoé, est-ce que si vous aviez à faire quelque chose de différent, qu'est-ce que vous feriez de différent? Eh ben, vas-y, Zoé, en vrai, parce que nous, j'ai l'impression qu'on a déjà dit pas mal de trucs qu'on ferait différemment. Et toi, t'avais encore trop parlé, donc... Alors, qu'est-ce que je ferais de différent? Peut-être que je structurerais mieux l'écriture de mon film avant le voyage, pour avoir, quelque chose des lignes directrices déjà définies, pour avoir moins de travail ensuite de dérush et d'analyse des interviews, de surlignage, de recoupage d'interviews avec les autres pour trouver les thèmes communs, les enchaîner et cetera. Donc ça, voilà. Qu'est-ce que je ferais différemment? Je partirais avec une tente, moins légère mais plus solide, histoire de pas m'envoler en plein milieu de l'orage. Hem, non, vraiment, je j'ai pas beaucoup de regrets sur, mon projet. Peut-être que je me formerai aussi à la structuration d'activités, savoir, toutes les formes, type, association, auto-entreprise, statut d'artiste-auteur, tout ça pour, savoir ce qui est le plus cohérent et le plus pertinent pour les projets, la dimension du projet, le public visé, les financements recherchés pour être opérationnel et pour être, fiscalement, dans quelque chose d'intéressant aussi. Parce que c'est pas enfin, toutes les formes de structuration sont très différentes et ont des avantages et des inconvénients, propres. Et puis je crois que c'est tout. Ça va, c'est que tu es satisfaite au final. Bah, au final, je suis plutôt très réjouie et je suis ouais, c'est après c'est vrai que c'est aussi un gros privilège et une chance de pouvoir me consacrer 100 bénévolement au projet. Parce que j'avais des économies de côté que j'ai pas utilisées pendant la Via Alpina, enfin pendant mon voyage parce que, bah, voyager à pied, c'est aussi très économique. J'ai dormi en tente, toutes les nuits, enfin pendant 120 jours, donc j'ai fait au total 9 nuits en refuge, donc c'est quand même très ouais, c'est quand même Ça un va. budget qui est très correct. Et voilà, donc de me consacrer 100 au projet, c'est vraiment une grande chance. Et ensuite, les rencontres faites sur le terrain lors des diffusions avec des professionnels, avec d'autres voyageurs, voyageuses, c'est vraiment exceptionnel et ça, c'est un gros, gros point positif. Le travail en équipe aussi avec toute une équipe pro. Ça, vraiment, j'aime vraiment. Je m'éclate en fait dans ce que je fais. Voilà. Peut-être qu'on te demandera des contacts au niveau de ton équipe, si jamais ils Et ben, cherchent un peu des avec projets. plaisir. Après, il faut être prêt à bosser avec quelqu'un qui habite à Berlin, une autre personne qui habite à Aix-en-Provence, Pourquoi pas? personne qui habite. C'est très, comment dire, international. C'est bien. Alors, on Euh, a... oui, Kevin, je pense que oui, mais il faut faire de la corne. Kéké Paddling. Il y a un gars qui avait fait les Pyrénées pieds nus pour les Ah ouais. Ouais, intéresser. c'est, hein, mais c'est une habitude en vrai. Ouais, Mais par ouais. contre, dans la neige, c'est autre chose. Il y en a qui font ça dans la neige, mais c'est ardos quand même. Mhm. Et C'était l'été, entraîné l'été pendant 5 mois, excuse-moi. ouais. Après, avec un gros sac, c'est peut-être compliqué au niveau tendon, quoi. Mhm. Parce que marcher pieds nus sans sac, c'est une chose. Marcher pieds nus avec un sac de 15 à 25 kilos, c'est plus avril et septembre. Avril, Ok, il y a de la neige. ouais, ça dépend où. En Ouais. montagne, oui. Ouais, voilà. Il y avait une autre question avant, je crois. Oui, c'est ça. Il y avait Colline qui posait la question de est-ce que les médias et le retour d'inconnus est quelque chose qui vous a porté ou parfois découragé par rapport au peu de visibilité? Mhm. Je vais embarquer là-dessus. Les réseaux sociaux, c'est assez traître en fait, c'est très ingrat. C'est un peu, ça vous rend addict, t'as envie de checker tout le temps. Ah, combien de likes on a fait sur ce post-là, sur cette vidéo. Donc c'est un peu le don de nous rendre accros et dépendants, toujours en quête de performance. Et c'est aussi frustrant de voir que des vidéos de chats ou de n'importe quoi un peu à la con vont être vues par des millions de fois, pendant que le contenu qu'on s'essaye de faire et qu'on trouve de bonne qualité et utile et que trop peu vu à notre goût.
Donc c'est un peu à double tranchant. Parce que de l'autre côté, nous, ce qui nous a fait vraiment chaud au cœur, c'était le retour de gens qui suivent notre aventure, qui nous suivaient de près ou de loin. On dit, on adore vos vidéos, c'est trop cool ce que vous faites, allez-y, continuez. Donc je dirais que c'est ça, les médias nous ont plutôt découragés pendant que le retour d'individus nous a plutôt encouragés. Et ça fait vraiment la plus belle différence en fait. C'est de savoir que il y a quelques petites personnes sur cette planète qu'on a touchées, qu'on a vraiment inspirées. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'au début, justement, j'avais un peu peur de ça, justement, de faire un truc médiatisé et tout. Et en fait, au contraire, enfin, déjà, on n'a pas eu énormément de visibilité, du coup, c'était globalement que nos proches, mais en fait, du coup, c'était trop bien parce que les gens, ils nous envoyaient des messages par rapport à des trucs qu'on faisait, alors que, enfin, nous-mêmes, on avait un peu zappé qu'on le faisait. Et genre là, pareil, sur le documentaire, les gens, ils demandent tout le temps des nouvelles. Et du coup, enfin, c'est trop mignon, en fait. Enfin, juste, les gens, ils sont hyper gentils. Et donc après, bien sûr, on n'a pas la visibilité de plein de trucs qui sont beaucoup plus gros. Mais en ça, on n'espérait pas forcément l'avoir non plus. Donc, en fait, on est content qu'on touche quand même des gens et qu'ils soient heureux de voir ce qu'on a fait, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, c'est un peu détaché de savoir si on arrivait à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et que c'est plus Zoé qui a laissé parler sa créativité parce qu'elle s'amusait bien là-dedans. Et du coup, je pense que c'est un peu plus ça qui s'est passé, plus que d'essayer de vraiment faire marcher quelque chose sur Instagram ou autre, globalement. Mm. Moi, je crois que c'est pareil, j'accorde très peu d'importance à la visibilité, on va dire, sur les réseaux. Enfin, tout ce qui est dématérialisé, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, les sélections en festival et tout ce qui est rencontre avec le public sur le moment, je trouve ça d'une richesse assez incroyable, quoi. Les échanges, etc. Ça, pour moi, ça, c'est de la visibilité. Elle n'est pas numérique, mais elle est qualitative. Ouais, c'est ça, je trouve qu'intéressant à retenir, c'est que déjà le projet, en fait, on le fait pour soi et parce que ça nous anime avant peut-être de le faire pour les autres. Et puis le fait d'avoir un média derrière, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça va être assez impersonnel et aujourd'hui, il y a un peu cette course à dire que en fait, faut percer sur les réseaux, mais avec votre projet de média, vous pouvez aller plus à l'encontre directe du public et d'avoir un impact direct avec des projections ou même des podcasts en live où vous allez toucher des personnes directement que derrière un écran sur des réseaux sociaux, quoi. Et puis c'est très normé, enfin les réseaux sociaux, c'est tellement normé qu'on est incapable de suivre le truc. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est trop de codes à respecter, c'est trop de contraintes qui sont compliquées à Ouais. suivre, quoi, pour que Ou ça alors marche. faut mettre des petits chats sur vos vidéos pour contrer l'algorithme. Ouais. Je trouve ça intéressant de le voir comme un moyen, quoi, comme un outil et pas comme une fin en soi, quoi, en tout cas. Mhm. Ok, parfait. Pardon, je lis en même temps les questions, des fois. Alors, je voudrais voyager en privilégiant des moments en pleine nature pour pousser l'introspection. Un ami a traversé les Alpes cet été et me disait que c'est difficile en France car c'est trop urbanisé. Est-ce que vous confirmez? C'est Kevin qui pose cette question. Ça dépend du chemin. Oui, ça dépend beaucoup du chemin. Je suis d'accord. Il y a des chemins qui sont comme le Tour du Mont Blanc, il faut même pas y penser pour Mhm. être dans l'introspection. Par contre, faire des variantes ou faire tracer ton propre itinéraire te permettra vraiment d'être seul. Ouais. Nous, on avait fait le GR5 l'été dernier. On a hésité entre le GR5 ou Transalpes. la Transalp, ouais, ou la haute route des Alpes. Un autre itinéraire un peu plus en hauteur. Et sur le moment, on a fait le GR5 et en fait, c'est un des petits regrets que j'ai. Je pense qu'on se serait plus amusé, on aurait été un peu plus seul aussi sur la haute route des Alpes et avec peut-être plus aussi des questions d'orientation. Enfin, je pense que ça aurait été un peu plus intéressant. Il faut vraiment choisir l'endroit, mais peut-être que si tu veux l'introspection, plus viser un itinéraire pas trop connu ou alors une période pas trop fréquentée. Ou passer du côté italien Sinon, il y a les Pyrénées qui sont super aussi. aussi, ouais. Et il y a moins de monde. Parce que ouais, du coup, Zoé, toi, vu que t'as fait de la Slovénie, des Alpes de la Slovénie jusqu'en France, est-ce que tu as remarqué des différences au côté urbanisation ou c'est juste vraiment lié au chemin qu'on prend et du coup, il y a la même problématique dans tous les pays? Je dirais que c'est un peu la même problématique dans tous les pays. Après, le rapport à la montagne est très différent selon les pays.
En Autriche, il y a beaucoup de, on va dire, de tourisme de refuge. Enfin, les refuges sont très modernes. Il y a souvent des téléphériques qui permettent d'y accéder. Et finalement, bah, moi, j'ai vraiment évité tout ce qui était humain, quoi. Mais il faut donc s'attendre à passer beaucoup de temps sans ravitaillement, notamment. Hmm. Donc jusqu'à 7 jours vraiment seul dans la montagne. Mais ça se fait surtout s'il y a la condition physique et un sac à dos qui permet de contenir ce qu'il faut pour 7 jours. Mais voilà. Ok. Bah ouais, merci pour ces partages qui sont rassurants sur quand même le fait de pouvoir encore trouver des moments et des parties exempts d'urbanisation et d'humain. Mm. Le mieux, c'est de se créer son itinéraire tout seul. Ouais. Ah, clairement, ouais. Pour l'instant, de mon côté, j'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelques personnes qui veulent oser poser une question ou est-ce que vous avez tous très faim et que vous avez envie d'aller manger? Ah, encore une question pour Zoé. Qu'est-ce qui a orienté vers ces portraits de femmes en particulier et comment as-tu établi le contact? Alors, il y a eu plusieurs interviews qui ont été très spontanées, donc de personnes que j'ai rencontrées sur le chemin et que j'ai décidé d'interviewer parce que je trouvais leur approche très, comment dire, authentique. Enfin, leur rapport était très authentique. Et comment j'ai contacté d'autres personnes? Il y a des autres personnes comme Elisabeth Gerritsen, qui est la championne du monde de ski freeride, que j'ai contactée parce que j'avais vu un film où elle était dedans. J'ai contacté la réalisatrice du film qui m'a donné son contact. Enfin, voilà. Et après, on s'est vu sur le moment. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une diversité de portraits, une diversité de pays aussi, parce que l'arc alpin traverse 8 pays différents. Et donc, je voulais avoir des femmes un peu dans chaque pays. Bah, ça n'a pas été possible parce que sinon, ça fait 8 femmes et donc ça fait beaucoup, plus ma voix off. Enfin, c'était beaucoup trop lourd. Et aussi une diversité de métiers et de rapports à la montagne. Donc, le ski, qui est plutôt une activité de base récréative, ça n'a rien à voir avec une femme qui vit à l'alpage toute l'année pour les traire sur le moment et faire du fromage. Enfin, c'est pas le même rapport à la montagne et c'est ça aussi que je voulais interroger. Ok, Grille merci. d'entretien. Ouais. Bah oui, c'est des questions que j'ai des questions, une grille de questions, enfin des questions que je posais pendant les interviews. Et est-ce que tu l'avais construit un peu en lien avec tes objectifs de documentaire que tu avais un peu imaginé avant? Enfin, j'imagine que tu avais commencé un peu à faire une écriture documentaire en amont et du coup, est-ce qu'elle était extraite de ça pour essayer de coller un peu au fil rouge que tu avais identifié? Bah comme j'avais pas très, enfin en fait j'ai pas du tout travaillé sur l'écriture de Oui. mon film avant de Mm. partir, donc les grilles d'entretien elles étaient assez générales, mais comme les questions étaient les mêmes, elles me permettaient de recouper les témoignages d'une personne à l'autre. Et donc, d'avoir en tout cas une même grille d'entretien pour toutes les femmes était assez précieux, tout en à chaque fois rajoutant des questions qui étaient très spécifiques à la personne au fur et à mesure quand je les rencontrais et que je trouvais leur spécificité plus forte ou plus marquante, j'allais plutôt dans ce sens à la fin de l'interview. Ok, ça marche. Je crois qu'il y a une question pour Théo sur le Ouais. transat. Est-ce que Théo, t'es là et que tu peux répondre à une question? Je suis tout oui. Alors, comment avez-vous trouvé les personnes qui vous ont permis de faire la transatlantique? Avez-vous eu Oh, recours à des groupes sur les réseaux ou est-ce grâce à votre sponsor? très bonne question. Au début, en fait, on avait trouvé un projet de voilier cargo qui devait nous amener de Amsterdam jusqu'au Mexique. Finalement, le projet de voilier cargo est tombé à l'eau à la dernière minute, au mois de janvier, le jour du 31 décembre. Donc, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau à la dernière minute.
Et là, on a fait appel, donc en fait, on s'est noté sur les plateformes comme Mon Sous-Équipier ou les groupes Facebook. Ce qui était un peu frustrant de voir, c'est que c'est hyper compétitif. Les gens postent tous les jours, se survendent les uns les autres pour dire à quel point ils sont sympas, bons cuisiniers, médecins et tout ça. Et au final, on a trouvé à travers le bouche à oreille, donc c'était la sœur d'un ami d'université qui avait voyagé avec un skipper. Il l'a mis en relation avec un skipper. Donc je dirais, bah, faites les deux parce que je pense que avoir un profil sur Bourse aux équipiers, ça peut rassurer des capitaines qui peuvent vous embarquer. Ça vous offre aussi de la visibilité pour montrer un petit peu qui vous êtes. Mais ce que je ne négligerai pas, c'est vraiment le côté humain. En fait, la voile, ça reste quand même un petit monde. Donc, si vous connaissez un ou une personne qui a déjà fait une transat, qui s'est bien entendu avec son skipper, n'hésitez pas à lui demander qu'elle vous mette en relation, parce que je pense que vous aurez encore plus de chances comme ça. Il faut savoir que c'est de plus en plus à la mode de faire la transat, parce que bah, c'est bien, il y a beaucoup moins de gens qui veulent prendre l'avion, donc ça c'est super. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de demandes, mais il y a pratiquement autant d'offres. Et nous, on a vu l'histoire, enfin, quand on est arrivé aux îles Canaries, on a vu, mais vraiment, il y a un campement en fait de bateaux stoppeurs avec presque des centaines de personnes qui restent là, dont une partie reste malheureusement à quai après la transat. Donc vraiment, essayez de vous y mettre le plus tôt possible. Je vous conseillerais de créer votre profil sur la bourse aux équipiers au mois d'août et vraiment d'être vraiment attentif aux quelques annonces qui vont être postées parce qu'après, avec la période des alizés qui arrive, ça monte crescendo les annonces. Donc voilà, anticipez, créez un profil sur bourse aux équipiers bien entendu et surtout faites jouer votre réseau et bien entendu demandez des retours d'expérience sur les gens qui ont navigué avec votre capitaine parce que ça peut très vite mal tourner. Je pense que c'est à peu près une personne sur deux qui a une mauvaise expérience de transat. Donc, assurez-vous pour monter avec la bonne personne. Et pour ça, si vous pouvez embarquer dès la France, en général, pour une transat, vous allez vous arrêter soit aux Canaries, soit au Cap-Vert. Donc, de faire une première semaine de navigation avec votre capitaine, ça vous permettra de voir si oui ou non le fit est bon avec cette personne. Si oui, tant mieux, on continue. Sinon, on débarque. Ça évite de rester 3 semaines avec un personne avec qui on s'entend pas dans un lieu avec pas mal de promiscuité. Moi, pour rebondir sur ça un petit peu, pas mal navigué en Bretagne, le fait de traîner dans les ports aussi, de discuter avec les gens qui se baladent au port, à la capitainerie ou quoi que ce soit en Bretagne, ça peut aussi, je pense, amener pas mal d'occasions. Et à défaut, enfin, je pense qu'il vaut mieux le faire en Bretagne, dans les petits ports, que d'aller le faire aux Canaries ou au Cap-Vert, quoi. Ça peut être aussi une façon de trouver du monde qui va se balader ou d'avoir des contacts, même s'il y a personne qu'on connaît qui navigue. Je pense que d'aller au bistrot du port ou à la capitainerie, il y a moyen de trouver du monde aussi. Ouais, c'est un très bon point, Flo, que tu amènes. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous trouvez monter un bateau avec des plaisanciers, donc des gens qui sont soit qui ont un projet de vie, qui veulent partir voyager avec leur bateau, soit des gens qui sont aussi à la retraite. Ou bien, sinon, c'est un cas plus avec ce qu'on appelle des convoyages, des gens qui transportent des bateaux, souvent des Sables d'Olonne ou de La Rochelle jusqu'aux Antilles. Mais encore une fois, faites appel à votre réseau, de même que pour des potentiels financeurs, potentiels sponsors ou donateurs. Faites de même pour trouver des plans pour des transats. N'hésitez pas à demander à votre réseau parce on sous-estime souvent un petit peu la puissance des connexions humaines et on est souvent surpris de l'impact que ça peut avoir. Pardon, désolé, j'avais mon micro coupé et je parlais. Il y a un petit conseil de Jojo dans le chat qui dit que c'est bien de faire une petite neuve avec l'équipe avant de partir. Et que voilà, c'est un petit conseil des gens avec qui il a navigué. C'est un super conseil. Merci Jojo. Et- Alors ça. Alors, il y a une question de Christopher. Faut-il prévoir une assurance pour faire la transatlantique? Oui, bien entendu. En fait, il faut prévoir une assurance en tout temps quand vous voyagez. Enfin, c'est vraiment ce qu'on recommande. À part si vous restez en Union européenne, dans le cas où vous êtes couvert. Mais je pense que de prendre une assurance voyage, c'est vraiment quelque chose avec lequel on ne veut pas rigoler parce que ça peut aller très vite. Si vous avez des problèmes, des pépins physiques à l'étranger, ça peut coûter très, très cher. Et pour la transat, oui, prenez une assurance. On a
un triste retour d'expérience de l'autre côté avec un bateau sur lequel on a navigué qui a malheureusement coulé en mai 2024 dans les mers des Caraïbes. On a vu une amie à bord qui, elle, Dieu merci, a survécu, mais deux autres sont toujours portés disparus. C'est assez triste, mais en tout cas, cette amie qui était à bord du bateau, le fait d'avoir une assurance, ça a permis de couvrir un peu tous ces frais de, de rapatriement en France. Donc oui, oui, prenez une assurance, bien entendu, c'est quelque chose avec lequel vous éviterez à ne pas rigoler. Oui, merci pour ce petit rappel assurance qui est toujours, c'est toujours un coût supplémentaire, mais c'est quand même important et indispensable ouais, d'en avoir dans chaque aventure. Même bas carbone, c'est, c'est plus que nécessaire. Mais ça peut être un coût, ça peut aussi être un partenaire en nature, des fois compagnies d'assurance, comme chaque cas notamment, sponsorise des projets de voyage engagés et offre la couverture donc à ces voyageurs, ça a été notre cas. Mais en tout cas, on pourra en reparler avec plaisir dans la formation du Vaya Campus, où on explique un petit peu les potentiels partenariats en nature que vous pouvez avoir pour diminuer le coût de votre projet. Trop bien, merci. Moi, je vois qu'on a bien explosé le temps initial, mais c'était super intéressant d'avoir ces échanges. Donc, si je vois pas d'autres questions, je vous propose ben, qu'on clôture ce webinaire. Et du coup, bah, déjà, un grand merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants, voilà, de nous avoir partagé leurs expériences et tous leurs bons conseils. Du coup, bah, donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible sur notre site et très probablement sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, avant de partir, n'hésitez pas à scanner le QR code pour nous partager votre projet sur le formulaire qui est en bas de notre site. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn, on partage plein d'infos inspirantes. Et puis, bah, notez bien la prochaine édition du festival, avec la soirée d'ouverture le mercredi 15 avril et le festival avec plein de belles projections et d'expos photos le week-end du 18-19 avril. Et voilà, merci à tous. Et puis, bah, je vous souhaite une belle soirée, de belles aventures et puis peut-être à bientôt à Vaya Campus. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne Ciao, soirée. au revoir, bonne soirée.